Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre organisée par votre Union régionale des SCOP et des SIC avec la SCOP Utopia et la SCOP Terra, que nous remercions vivement, qui vont donc présenter ce qu'ils proposent à l'occasion de cette 7e rencontre du groupe d'échange de pratiques pour une transition écologique de notre Union. Donc pour Mémo, ce groupe fonctionne via des cycles de 4 rencontres. À chaque fois, la première rencontre, c'est les acteurs de la transition plutôt qui définissent un programme d'information concrète pour une transition par les coopératives pour les coopératives. Donc, durant le premier cycle, il y a eu une introduction sur les différentes modalités possibles pour une transition écologique. Ensuite, il y a eu une intervention sur le bilan carbone et une autre intervention sur l'objectif employeur pro-vélo. Et dans le cadre du second cycle, il y a eu une première intervention sur l'éco-conception. Et aujourd'hui, on a une intervention sur la gestion des déchets. Et la dernière intervention de ce cycle est en cours d'organisation avec 2 licornes, Common et Cities. Donc c'est prévu a priori pour fin mars. Donc pour Mémo, cette rencontre est enregistrée. Elle a vocation à être diffusée par notre mouvement à l'extérieur du mouvement et à l'intérieur du mouvement. Donc Confédération générale, Union régionale et fédération membres. Et elle peut aussi être diffusée en interne par les coopératives adhérentes. Voilà, chacun peut éteindre ou allumer son micro et sa caméra. Donc aujourd'hui, la rencontre a pour thème la gestion des déchets de bureau, logistique et alimentaire, avec 2 scopes expertes du sujet qui vont intervenir sur ce thème. Donc Virginie Quedel pour Utopia et Sébastien Follet pour Terra. Je leur laisse la parole. Merci à eux. Bonjour. Bonjour. Alors, je partage mon écran et on va démarrer. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Oui, Oui, on voit bien mon écran? Ok. oui. Si tu peux peut-être mettre en plein écran là. Ouais. Je te laisse démarrer. Oui, ok. Donc, on va vous présenter ces sujets déchets. Alors, par contre, c'est pas en plein écran, Virginie, mais c'est peut-être C'est vrai? c'est pas Alors, dramatique. moi, je suis en plein écran de mon côté. Ok. Alors, D'accord. attends, je vais faire autrement. Fallait bien qu'il y ait un petit truc technique Ouais, d'accord. pour démarrer. Lors des essais, ça marchait nickel. Ouais, mais j'avais partagé mon écran et là, j'ai juste partagé ma fenêtre. Alors, est-ce que c'est ça qui change? Hop. Est-ce que là, c'est bon? C'est C'est parfait. parfait. Super. Ok, bah écoute, on peut peut-être enchaîner sur l'agenda. Donc, on va vous présenter rapidement, on va se présenter, puis on va vous présenter rapidement nos structures. On va faire on va brosser de façon un petit peu générale de quoi on parle, des questions de manière générale d'économie circulaire, quelques éléments de contexte et quelques chiffres, quelques grands ordres de grandeur, pardon. La réglementation, point important de toutes nos sujets environnementaux, hein, sans la réglementation, quoi qu'en disent de plus en plus de politiques ou autres, les choses n'avanceraient pas. On fera un petit focus sur la responsabilité élargie du producteur, qui est un mode d'organisation aujourd'hui de la gestion des déchets qui prend de plus en plus de place, aussi bien pour les collectivités que pour les industriels, et qui est important de connaître quand on parle de déchets. Et puis on abordera en fin de présentation les solutions apportées par Edise et puis par Terra, de manière générale, pour gérer vos déchets. Voilà, donc alors je vais commencer par Terra. Donc Terra, nous on est un bureau d'études et de conseil. On a été créé en 1979 par un gérant fondateur et on est en scope depuis 2017 lorsque les salariés ont repris l'entreprise à son fondateur qui partait en retraite. Peut passer sur la suite. Voilà, donc aujourd'hui, on est 50 collaborateurs.
On est basé, il y a une quarantaine de personnes sur Paris et puis on a quelques antennes en province sur les 50. Et donc, on a cette activité, je dirais, classique de conseil, études et conseils avec différents types d'accompagnement, voilà, des études sur le recyclage, l'emploi, ce qu'on appelle l'accompagnement en sobriété opérationnelle au travers donc, d'accompagnement d'entreprise sur comment optimiser la gestion des déchets, mais aussi sur les questions d'énergie, de ressources. Et puis, on a intégré depuis quelque temps ces compétences carbone parce qu'il nous semblait important aujourd'hui de pouvoir mesurer les impacts de ces projets économie circulaire en impact carbone. Et puis après, on a d'autres activités en lien avec les déchets, mais un peu plus spécifiques, qui sont donc les audits. On va auditer un certain nombre d'opérateurs de gestion, de collecte et traitement des déchets pour valider, vérifier pour nos donneurs d'ordre leur conformité réglementaire ou un certain nombre de, 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 de- de référentiels. On valide, par exemple, sur des opérateurs sur tout ce qui est gestion des équipements électriques et électroniques, qui sont des filières très spécifiques. Et puis ensuite, on travaille beaucoup sur tout ce qui est échantillonnage, caractérisation. On a des équipes de techniciens opérateurs qui vont sur les sites industriels pour mesurer ce que c'est que les déchets, ce qu'on a dans les déchets. Ce qui est absolument essentiel pour déterminer derrière des stratégies de traitement, de valorisation euh, et faire de ces déchets une ressource. Et puis comme on traite et on produit beaucoup de données, on a quelques compétences. On a aujourd'hui 4-5 personnes qui constituent un petit pôle data qui nous permet de faire parler au mieux toutes les données que l'on produit au travers de ces pôles métro notamment. Voilà, en quelques mots. Sur la diapo suivante, il y a quelques voilà, des exemples d'acteurs pour qui on travaille. Donc, on travaille à la fois pour les entreprises, pour l'ADEME, pour ce qu'on appelle les éco-organismes, donc qui sont les organismes des sociétés privées agréées par l'État qui s'occupent de ce qu'on appelle les REP, dont je parlais tout à l'heure, et puis des collectivités ou des porteurs de projets qui ont des projets d'activités de réemploi, par exemple de recyclage et que l'on accompagne à la mise en œuvre de leurs projets avec des études de faisabilité, ce type d'accompagnement. Euh, et voilà ce qu'on pouvait dire. Alors sur les entreprises, oui, voilà, on est référencé par la BPI pour la mise en œuvre de Diag Écoflux, bilan carbone, et depuis peu sur les questions d'éco-conception. Et on reparlera de ce Diag Écoflux parce qu'il intègre tout un volet déchets en fin de présentation. Et donc moi, Sébastien Follet, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Sébastien Follet, je suis le dirigeant d'Ascope depuis 2017. Donc, moi, je suis Virginie Coedel, je suis co-gérante de la Scope Utopia qui porte comme nom commercial Élise. Donc, je vais vous parler d'Élise Sud Francilien aujourd'hui. Élise, c'est un réseau de franchise nationale et donc nous, on intervient, comme notre nom l'indique, sur le sud de l'Île-de-France. Donc, on est situé en Seine-et-Marne, à côté de Melun, et notre champ d'action, il est sur donc le sud Seine-et-Marne, l'Essonne et le Val-de-Marne également. Élise, qu'est-ce que c'est? C'est donc un réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaire pour la collecte et le tri de déchets de bureau. Euh, donc, euh, Nous, Élus Sud Francilien, on est entreprise adaptée. On emploie majoritairement des personnes en situation de handicap. On est aujourd'hui 46 salariés autour de 60% de personnes en situation de handicap parmi l'effectif global. Donc notre métier, c'est de collecter tout ce qui est déchets tertiaires, c'est-à-dire tout ce qui va intervenir à un moment ou à un autre dans une vie au bureau. Ce à quoi on pense en premier lieu, c'est bien évidemment tout ce qui est papier, cartouche d'encre, mais ça peut toucher aussi les déchets de la pause, le biodéchet, les gobelets, les canettes, etc. et également le mobilier.
Voilà, donc la collecte, je l'ai dit, le tri, donc ça se passe dans notre entrepôt à Volpénil, donc à côté de Melun. Le tri qu'on réalise est réalisé à la main, de manière à la fois de continuer à créer de l'emploi pour les personnes en situation de handicap et également pour améliorer euh, le, la recyclabilité des déchets, puisque aujourd'hui encore, un œil et des mains humaines sont plus performantes que les machines. Jusqu'à quand, on verra. On a également un axe de gestion déléguée. Donc, la gestion déléguée, c'est une activité où on intervient directement sur site client. Donc, on met en place des équipes pour gérer les flux de déchets en fonction de la demande de notre client. Donc, là, par exemple, on intervient sur un centre commercial en Seine-et-Marne pour tous les flux de carton, biodéchets et plastique de ce site. Pour éviter le déchet également, puisqu'on a un acteur de collecte et de tri, mais on est engagé pour accompagner nos clients pour réduire leurs déchets. Donc, on a tout un axe réemploi qu'on est en train de constituer aujourd'hui autour des fournitures, comme on peut le voir sur la petite photo, fournitures de bureau, mais également le mobilier et les livres. Euh, L'idée est de s'appuyer sur notre outil Collect pour ensuite sortir ces gisements de la boucle des déchets, mais les envoyer vers le réemploi et proposer de nouveaux services sur de la fourniture à la fois mobilier et fourniture de bureau. Et également, on intervient sur la sensibilisation et l'accompagnement, donc systématiquement en démarrage de contrat, mais également tout au long de la vie du contrat pour aider nos clients à se mobiliser et à mobiliser leurs équipes autour de ces sujets-là et aussi accompagner sur des sujets un petit peu plus poussés vers la réduction des déchets également. Je te passe la parole. Ok, oui, donc on trouvait intéressant, Virginie, de vous brosser un petit panorama rapide de ce que c'est que les déchets, puis plus largement l'économie circulaire pour recontextualiser tout ça. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous, enfin, en tout cas moi, quand on a démarré notre activité chez Terra, on parlait vraiment de gestion des déchets, de recyclage, etc. Et puis petit à petit est apparu le terme d'économie circulaire que vous avez très certainement déjà entendu. L'économie circulaire, c'est quoi? Si on prend la petite roue qui est à gauche, c'est de prendre en compte l'ensemble de la vie d'un produit euh, dans pour, de façon à limiter un maximum l'utilisation et le gaspillage de ressources. Donc il y a trois grands domaines. Il y a tout le volet de la production de la matière avec le volet approvisionnement durable, ça peut être des matières recyclées, ça peut être du biosourcé, etc. Le volet éco-conception dont on a parlé d'ailleurs la dernière fois, euh, avec la Scope Birstech d'ailleurs, la coopérative MU, etc., qui est un volet aussi extrêmement important qui va permettre par exemple, de favoriser la recyclabilité ou la réemployabilité des produits, hein, si on parle des volets liés aux ressources. Des questions également d'économie industrielle et territoriale, donc c'est comment on peut arriver sur un territoire donné à faire en sorte que les déchets des uns soient les ressources des autres. Les questions d'économie de la fonctionnalité, qui est un concept assez large, mais qu'on peut résumer de façon un peu schématiquement au fait de passer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Donc ça, c'est sur le volet, je dirais, offre de produits. Après, il y a tout le volet consommateur, où effectivement, là, on va avoir un comportement qui vise à faire durer un maximum les produits. Alors, déjà dans sa consommation par une consommation responsable, et puis ensuite sur le volet ce qu'on appelle l'allongement de la durée d'usage, en favorisant le réemploi, la réparation, et puis la réutilisation. Alors,
l'ADEME, effectivement, où on distingue le réemploi de la réutilisation. Le réemploi, c'est par exemple, donner un produit tel quel à Emmaüs ou à une association, une recyclerie. La réutilisation, on peut utiliser un produit pour ses pièces détachées, pour faire de l'upcycling, ce genre de choses. Et puis, en toute fin de course, mais finalement vraiment en toute fin de course, quand on a épuisé la possibilité de réemployer, de réparer, de réutiliser, l'objectif, c'est de recycler pour faire rentrer à nouveau la matière dans, dans les cycles de production des produits. Et puis à droite, là, vous avez un autre petit schéma qui reprend un peu ce que je viens de dire. Où vous avez donc en ligne là la chaîne de valeur de la fabrication, distribution, consommation, tri, et comment, en bout de cycle, le consommateur, par ses actes de réparation, réemploi, réutilisation, recyclage, à quel niveau il va permettre de boucler la boucle. Voilà. C'est des données, des éléments que vous trouvez sur l'ADEME, si ça vous intéresse d'aller creuser. Là, on vous a mis globalement, à l'échelle de la France, quel est le niveau de circularité globale de la matière et de l'utilisation vers l'énergie des produits qui sont utilisés. Donc, vous voyez, on utilise globalement 1 200 000 tonnes enfin, c'est en millions de tonnes, donc non, c'est 1 200 000 000 de tonnes de matière transformée. Et la partie utilisation matière, vous voyez, c'est 627 millions de tonnes. Et sur ces produits-là, il y en a donc une partie qui part en déchets, une partie qui est stockée dans la société. Ça, c'est important aussi à comprendre. Et qu'en fait, dans l'ensemble des produits que l'on consomme au quotidien, en fait, on est en train de constituer depuis de nombreuses années, et depuis notamment la révolution industrielle, des stocks très importants de matière. C'est aussi pour ça qu'on parle de mines urbaines. Et pour vous illustrer cette question-là, c'est que voilà, on a tous dans nos caves beaucoup de choses, ou dans nos greniers, ou dans nos tiroirs, les 3 ou 4 ou 5 téléphones qu'on a peut-être utilisés depuis 10, 15 ans, je ne sais combien de paires de lunettes. Voilà, où ce type de choses, on a tendance à thésauriser, et donc il y a ce stock de matière. Et par ailleurs, dans ce qui est jeté, aujourd'hui, donc c'est 309 millions de tonnes. Et sur ces 309 millions de tonnes, il y en a quand même 200 millions qui bouclent, mais qui donc finalement ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble de la matière qui est utilisée, à la fois pour l'utilisation matière et l'utilisation énergétique. Ce qui donne, si on fait un calcul global, dont je ne rentrerai pas dans les détails du mode de calcul, mais un taux d'utilisation circulaire de la matière qui est de 22%, calculé par l'Union européenne, par Eurostat, alors qui est plutôt pas mal quand on compare au taux d'utilisation circulaire de la matière de l'Union européenne, qui est en moyenne de 12,8%, vous voyez, en 2020. Mais tout ça pour dire que globalement, il y a encore de très 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 gros efforts. Oui, la diapo précédente s'appelait l'économie circulaire, et celle-ci la vraie économie. Il y a encore de très 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 gros efforts pour atteindre une économie qui soit véritablement circulaire. Voilà. Alors, si on fait maintenant sur la partie gestion des déchets, donc je le disais, 309 millions de tonnes, ce qui représente quand même 4,6 tonnes par an et par habitant, hein. Globalement, alors pas dans nos poubelles, mais dans les poubelles de l'ensemble des ménages, mais aussi des entreprises, ça représente presque 13 kilos par jour de déchets. Donc, c'est quand même très important. Les ménages, c'est 34 millions de tonnes. Les entreprises hors construction, 64 millions de tonnes. Et la construction, et c'est très bien parce on a des représentants du domaine, c'est 213 millions de tonnes. Effectivement, le domaine du BTP, de la construction,
est un très très gros pourvoyeur de déchets. Alors dans ces déchets-là, bien évidemment, alors nous on se concentrera aujourd'hui plutôt sur les déchets des entreprises. C'était pas l'objet aujourd'hui des déchets de la construction, mais dans les déchets de la construction, si je fais tout de suite une petite aparté, en fait, dans ces 213 millions de tonnes, il y a beaucoup de déchets inertes. De terre excavée, de déchets de démolition, de déchets des travaux publics, sur lesquels il y a des enjeux de gestion, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes enjeux non plus que sur d'autres types de déchets. Voilà, donc nous, on va s'intéresser essentiellement aujourd'hui aux déchets des entreprises. Voilà, donc oui, globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que donc sur ces 309 millions de tonnes de déchets, vous voyez qu'on n'est pas si mauvais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les 200 millions de tonnes qui partent vers le recyclage et leur emblayage. En fait, il y a quand même une grosse partie des déchets du bâtiment qui partent sur des plateformes, c'est la photo que vous avez derrière en bas à gauche, qui sont broyés, concassés, etc., et qui vont servir pour du remblai, pour de la couche routière, pour enfin voilà, qui constituent du granulat recyclé, donc qui contribuent en grande partie à ces 64%. Et après, il y a quand même une économie du recyclage qui est importante, où on va recycler dans les centres de tri. Du plastique, du papier, du carton, etc., des métaux, bien évidemment. La photo en haut. Et puis, il y a quand même une partie non négligeable qui part en incinération. Vous avez une photo en haut à droite d'une fosse d'un incinérateur, et en bas, c'est une décharge qui représente encore quand même 28% de l'ensemble de ces déchets-là, mais qui est en forte diminution depuis quelques années. On le verra après. Voilà. Derniers éléments de contexte et de grands ordres de grandeur. Voilà, par exemple, tout ce qui est papier carton, aujourd'hui, il faut savoir que le papier carton en France, c'est 71% du recyclé. Donc, c'est pas forcément écrit sur vos papiers carton, mais c'est important de savoir qu'aujourd'hui, pour le coup, on approche d'une économie circulaire. Dans la sidérurgie, on est à 43%, dans l'industrie du verre, on est à 63% de contenu recyclé. Donc tout ce recyclage permet d'éviter de nombreuses tonnes de carbone dans l'atmosphère, hein. Donc ça a été estimé par l'ADEME à 17 millions de tonnes de CO2 qui sont évitées. Et aujourd'hui, l'activité globale de gestion des déchets, hein, à travers d'entreprises comme Elis, comme Terra, et puis comme des grands groupes du type Suez et l'ensemble des acteurs du déchet, c'est 120 530 emplois qui avaient été estimés en 2020, et donc probablement encore plus aujourd'hui, avec le grand intérêt quand même, c'est qu'on est sur des emplois non délocalisables, et toutes ces questions à la fois de réparation, de réemploi, de recyclage, etc., c'est une activité enfin voilà, c'est aussi la capacité à créer des emplois. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, ça aussi, ça avait été étudié par l'ADEME, c'est qu'une tonne de déchets en décharge, c'est un emploi. Enfin, c'est aussi, pardon, pour une tonne de déchets en décharge qui va créer un emploi, une tonne de déchets en recyclage ou vers des filières réemploi réparation. Alors, j'ai plus exactement l'ordre de grandeur en tête, mais ça va être 10 emplois pour le recyclage et peut-être, je sais plus combien c'est, si c'est 20 ou même plus que ça, pour les filières de réemploi. Donc, plus on part vers des filières vertueuses, plus en plus il y a création d'emplois et création de valeur ajoutée. Sébastien, juste, vous nous dites rien sur le plastique. C'est quoi les chiffres sur le plastique? Oui, alors le plastique, le niveau d'intégration, effectivement, il est plutôt faible. Le plastique, c'est vraiment le parent pauvre du recyclage mondial et en France. C'est une très bonne remarque, Véronique. Aujourd'hui, le taux de recyclage du plastique, il est autour de 26%. Alors ça, c'est le niveau d'incorporation, hein, que vous avez là. C'est pas forcément le taux de recyclage de ce qui est collecté, puisque ce qui est collecté, enfin de ce qui arrive en déchets.
Mais globalement, sur l'ensemble du plastique qui arrive en déchets, je crois qu'en moyenne, on doit être à 26% qui part vers le recyclage. Le reste est incinéré ou mis en décharge. Merci. Voilà. Et alors, sur les déchets d'activité économique, simplement pour vous dire qu'effectivement, ça, c'est globalement. C'est vrai que je n'avais pas forcément en tête qu'on aurait des scopes du BTP, mais globalement, sur l'activité du tertiaire, voilà ce que les entreprises produisent. Donc on va avoir des matériaux recyclables qui sont généralement triés, donc du papier carton, des métaux, du plastique, du bois, des textiles. On a quand même encore 20% de déchets en métal. Et puis après, comme dans les services, on a aussi de la restauration, on a du déchet organique, des déchets verts, et puis après des équipements type justement déchets électriques, électroniques, mobilier, et puis des huiles usagées, déchets de cantine, voilà, qui peuvent aussi être. Voilà pour ce contexte global. Et puis je laisse la parole à Virginie sur le volet réglementation, qui est un point important aussi pour les entreprises. Merci. Voilà, donc on va essayer d'être pas trop abrutissant sur l'aspect réglementation, mais c'est important de savoir dans quel cadre dans quel cadre on s'insère. Donc, il y a trois grands textes un petit peu à avoir en tête. Donc, d'abord la directive européenne de 2018. Je reviendrai dessus juste après. La loi de transition énergétique et de croissance verte, qui celle-ci date de 2015 et donc établit une obligation de tri d'abord 5 flux de déchets pour certaines entreprises et la dernière en date, la loi AGEC, qui date donc de 2020, qui amplifie encore les obligations et les incitations, on va dire, pour les différents acteurs, que ce soit à la fois professionnels et particuliers. Donc, plus en détail, la directive cadre déchets. Donc, celle-ci, elle met donc un cadre sur le fait de la priorisation des actions en fait dans le domaine des déchets. Donc, j'attire votre attention sur notre schéma de droite qui est à lire plutôt avec les flèches dans l'autre sens, c'est-à-dire que il est plutôt recommandé d'intervenir déjà sur la prévention, puis réutilisation, recyclage, valorisation énergétique et enfin la mise en décharge ou l'enfouissement. Donc, ça fait écho à ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, d'abord on essaye d'intervenir sur le fait que le déchet en présence ne devienne pas un déchet, en tout cas l'objet en présence, et vraiment en dernier recours lui donner l'orienter vers le type de valorisation dont il peut faire l'objet. Donc là, on est en 2018. Ah bah oui, tiens, on n'a pas sur les flux, donc je vais rester sur celle-ci. Donc la loi de 2015, enfin depuis 2015, les entreprises sont obligées de trier donc d'abord 5 flux de déchets, donc papier, carton, bois, métal, verre et le plastique. Pour donc les entreprises ou unités d'emploi de plus de 20 salariés, 20 employés. Donc, c'est-à-dire soit une entreprise, soit un immeuble avec plusieurs entreprises. Et donc, une obligation aussi d'attester du recyclage de ces déchets. Plus récemment, donc, on a la loi AGEC, donc de lutte anti-gaspillage et en faveur de l'économie circulaire. Celle-ci, elle dresse 5 grands axes
C'est le premier de sortir du plastique jetable en 2040. Donc voilà, on a déjà vu les premières applications avec l'interdiction de la vaisselle jetable en grande surface, des choses comme ça. Deuxième axe sur l'information aux consommateurs, donc pour leur permettre de choisir en fonction de caractéristiques environnementales et donc de faire leurs achats en conséquence. La lutte contre le gaspillage, donc notamment zut, le gaspillage non alimentaire et donc le réemploi, favoriser le réemploi au travers notamment d'un fonds de réemploi et de réparation. Donc ça également qu'on peut transposer sur nos vies du quotidien puisque donc on a entendu parler dernièrement des enveloppes pour les réparations soit de vêtements ou de matériel. Agir contre l'obsolescence programmée. Et enfin, évidemment, mieux produire, donc ce qui va avec de l'éco-conception, éco-modulation, etc. Derrière ces axes, donc deux grands objectifs, à la fois celui de réduire de 50% le gaspillage alimentaire par rapport donc à 2015 et également oui, parce que je parlais de gaspillage non alimentaire, excusez-moi, sur les 5 axes, mais donc on est bien sur le gaspillage à la fois alimentaire et non alimentaire, puisque il y a un axe aussi pour le biodéchet. Et donc réduire de 15% les déchets ménagers entre 2010 et 2030. Sébastien, je te laisse la Ouais, main. sur cette petite diapo, c'était juste pour mettre en perspective, donc par rapport effectivement les directives et transpositions dans la loi prévoient tout un certain nombre d'objectifs qui ont été égrenés pour certains par Virginie. En fait, c'est simplement une diapo pour vous expliquer que autant sur tout ce qui est recyclage, amélioration de la valorisation, baisse de l'enfouissement, sur la diapo du bas, vous voyez qu'il y a des évolutions très positives et ceux qui travaillent dans la gestion des déchets le savent. On a quand même augmenté. Bon, on le voit par exemple sur le recyclage, hein, on était à 20% de recyclage en 2007. Aujourd'hui, on est presque 35%. Et si on rajoute à ça le compostage et la méthanisation, alors qu'a augmenté doucement, voilà, on est aujourd'hui à peu près à 55% de recyclage des déchets, globalement des déchets. Et on voit que le stockage et la décharge a diminué, même si là, on est un petit peu sur un plateau. Mais ça continue à diminuer. Donc, il y a quand même des choses qui s'améliorent, doucement, mais les choses s'améliorent. Par contre, il y a des objectifs de prévention, de diminution des quantités de déchets. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le voit par exemple sur le graphe au-dessus, où vous voyez qu'en fait, il y a eu quand même une diminution des déchets, alors que la consommation des ménages était relativement stable en orange, une diminution des quantités de déchets, donc une baisse un petit peu de l'intensité matière jusque dans les années 2015-2016. Mais là, avec la reprise de la consommation et autres, on voit qu'on a à nouveau une augmentation des quantités de déchets qui sont produites. Et la question de la prévention est une question sur laquelle on a encore beaucoup, beaucoup de mal à agir, malgré l'essor du réemploi, de la réparation, etc., qui ne se traduit encore aujourd'hui qu'assez, pas beaucoup dans les chiffres. Alors, alors, il faut qu'on se dépêche un peu. Voilà, simplement pour vous dire ça, donc prévention important. Alors, pour vous éclairer un petit peu sur, par rapport à là, ces lois que j'ai abordées juste avant, en gros, pour les entreprises, quelles sont les obligations? On a 4 grands thèmes, à la fois autour des déchets dangereux,
Donc voilà, pas de mélange entre déchets et entre déchets dangereux et autres substances. Une obligation de suivi de déchets au travers d'un bordereau de suivi de déchets et via une plateforme qui s'appelle Track Déchets également. Donc qui n'est pas uniquement pour les déchets dangereux, mais pour tous les déchets un petit peu spécifiques comme les D3E, déchets électroniques et électriques. Ensuite, une autre famille donc sur le suivi de déchets. Donc sur le suivi de déchets, chaque entreprise est dans l'obligation d'avoir ses contrats de détenir ses contrats avec ses prestataires de collecte et de traitement de déchets. Également d'avoir un registre des opérations relatives à la gestion des déchets, d'être en accord avec la réglementation, pardon, d'être sûr que le prestataire respecte bien la réglementation et donc de s'assurer également que les 7 flux, ça j'ai pas expliqué, notre décret des 5 flux de 2015 est passé à 7 flux, en fait, continue d'évoluer avec le temps. Donc justement, les 7 flux qui intègrent notamment les entreprises du bâtiment. Sur ces 7 flux, une interdiction d'enfouir et donc, encore une fois, une obligation de s'assurer que le prestataire de collecte respecte bien la réglementation à ce niveau-là. Au niveau du tri des déchets, on en revient toujours à notre loi des 7 flux et donc notre obligation de mettre en place le tri de ces 7 flux. Et depuis la 2024, une obligation aussi du tri du biodéchet en vue de l'envoyer vers soit du compostage, soit de la méthanisation, et donc de le sortir du flux du déchet, ce qu'on appelle le déchet banal. Donc sur le tri des déchets également, une obligation de réemploi pour tout ce qui est produits non alimentaires neufs et de recyclage des invendus qui ne pourraient pas être réemployés. Ensuite, en termes de production des déchets, dorénavant, la distribution de bouteilles plastiques est interdite, la distribution gratuite en entreprise et également les gobelets en plastique. Et ça, je pense que tout le monde est bien au courant de ce sujet-là. Sébastien, Oui, alors je vais vous faire un petit focus hyper rapide sur ce qu'on appelle la REP. C'est un point important parce que aujourd'hui, ça concerne de très très nombreux produits que vous achetez dans votre quotidien. Donc c'est de mettre en musique le principe du pollueur-payeur. L'objectif, c'est d'intégrer dans le prix des produits que vous achetez une un élément de ce prix vise à couvrir les questions de gestion des déchets, voire d'éco-conception. Vous le savez qu'aujourd'hui, quand vous achetez par exemple un téléphone, il y a ce qu'on appelle une éco-contribution visible. Qui est par exemple de 5 centimes sur un iPhone, voilà. Sur le mobilier également, il y a ce principe du pollueur-payeur. Vous voyez, quand vous achetez une table, un matelas, une chaise, il y a également cette éco-contribution. Sur un matelas, elle est par exemple de 10 euros. Et cette éco-contribution, elle existe pourquoi? Parce elle vise finalement à ce que ce soit le consommateur qui, dans son acte d'achat, paye dans le prix de son produit la gestion des déchets et que ce ne soit plus finalement le contribuable qu'il paye dans ses impôts de façon collective, mais que ce soit bien finalement le consommateur. On intègre le prix du produit, mais également son externalité
fin de vie dans le prix du produit. Alors, si on continue la diapo suivante, en gros, globalement, alors Caroline, qui est le consommateur, achète un téléphone, elle paye les 5 centimes à Samsung, le producteur. Samsung, il a deux choix. Soit il gère tout seul l'ensemble de ses téléphones, mais c'est compliqué. Il peut le faire, la loi le permet, mais c'est très compliqué. Soit il donne cet argent, ces 5 centimes, à un éco-organisme. C'est ceux dont je parlais tout à l'heure qui font partie des clients Terra. Et ces éco-organismes, avec cette manne financière, soit ils prennent en charge directement aussi les déchets, soit ils reversent cette manne financière, par exemple, aux collectivités. Et c'est le cas, par exemple, de Citeo, ex-éco-emballage, hein, que je pense que tout le monde connaît. La poubelle jaune dans laquelle on met, alors, jaune sur la grande majorité du territoire, bleu sur d'autres, etc. Mais globalement, la poubelle emballage papier, quand vous mettez ces déchets, ils sont collectés par votre collectivité, arrivent en centre de tri, partent en recyclage. En fait, ça, les collectivités reçoivent de l'argent de Citeo, donc ex-éco-emballage, issu de ce système-là, pour financer tout ça. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas quand vous mettez vos déchets dans la poubelle grise. Et donc, ça fait augmenter les impôts. Hein. Trier ces déchets, c'est aussi une façon de faire baisser ses impôts, à titre particulier, mais aussi entreprise. Voilà, donc là, il y a plein de REP en fait en France. Hein. On n'est pas forcément au courant parce qu'en fait, l'éco-contribution n'est pas forcément visible sur tous les produits. Sur les emballages, par exemple, quand vous achetez un paquet de gâteaux, vous payez quelques centimes qui vont aller à l'éco-emballage, mais ça, vous ne le voyez pas, c'est pas indiqué, c'est marqué. Par contre, c'est visible sur les équipements électriques, électroniques, c'est visible sur le meuble, mais en fait, sur le textile aussi, vous avez une filière. Sur maintenant donc voilà, vous avez les différentes dates d'apparition. Alors il y a des filières qui sont européennes, il y a des filières qui sont spécifiquement françaises, il y a des filières volontaires, c'est-à-dire qu'ils sont pas. Il y a une obligation réglementaire, mais les metteurs en marché se sont organisés pour ça. Voilà. Et aujourd'hui, là, les dernières à voir le jour, c'est la filière du bâtiment, notamment, qui est très important, qui met un peu de temps à voir le jour, mais qui va aussi révolutionner la gestion des déchets dans le bâtiment. Voilà, suivante. Donc là, globalement, donc ça, c'est les chiffres de 2022 qui intègrent encore. Le bâtiment avait tout juste démarré, mais globalement, ça représente presque 22 millions de mises en marché qui sont gérées par CRM, 10 millions collectés, 8,3 millions de tonnes qui sont recyclées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces éco-organismes ont des objectifs précis de collecte, de recyclage, de réemploi, et donc c'est des leviers aussi qui permettent d'augmenter le recyclage. Et s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ils peuvent être pénalisés. Et vous voyez que ces contributions perçues par l'ensemble de ces filières sont en constante augmentation depuis 92 à 2002, depuis 30 ans. 92, c'est la date de la première filière emballage. Et là, il n'y a pas encore le bâtiment, donc ça va continuer d'augmenter. Et l'ensemble de cette manne financer la gestion des déchets de ces filières REP. Voilà. Donc globalement voilà, donc ça c'est des exemples d'éco-organismes. Hein, donc vous en avez vous avez peut-être des noms que vous avez déjà entendus. Il y en a certains qui communiquent, des programmes de communication. Voilà, si on passe, voilà, donc il y a un point important, notamment pour les entreprises, c'est qu'il va y avoir une nouvelle REP qui arrive, c'est la REP sur les emballages industriels et commerciaux. Vous avez tous des emballages chez vous. Aujourd'hui, ils ne sont pas pris en charge dans le cadre d'une REP, mais demain, ils seront pris en charge. Donc les emballages, c'est des emballages. Aujourd'hui, les emballages ménagers à la maison dans la poubelle jaune ou assimilés ménagers sont pris en charge, mais pas les emballages ménagers. Donc ça peut être des emballages en bois comme les caisses, les palettes, etc. De tout ce qui est des gros cartons, le plastique, le métal, le verre, etc. Tous les emballages demain seront financés. Si on va sur la diapo suivante, on a plusieurs éco-organismes qui demain vont se positionner. Donc j'en ai pris un, donc Twice là. Donc aujourd'hui, le producteur qui emballe, c'est lui qui va payer l'éco-contribution. Il vend son produit emballé à l'entreprise B qui est détentrice. Donc par exemple,
l'entreprise Birstech achète un ordinateur, qui achète des gros serveurs, etc. Il y a des emballages, il y a des palettes. C'était à vous de vous en débrouiller, de payer ces déchets avec un opérateur. Demain, l'idée, c'est que ce prix de gestion de vos déchets diminue parce que Twice, par exemple, l'éco-organisme, va financer en partie notamment les opérateurs de gestion des déchets, donc par exemple Dailies ou d'autres, pour que le prix de gestion des déchets vers l'entreprise B baisse, voire soit complètement nul. Voilà comment fonctionnent les REP. Alors, pour aller rapidement sur les solutions, donc les solutions, comment j'engage mon entreprise autour de ce grand sujet des déchets qui globalement intéresse peu de monde en plus en entreprise. Donc, je vous ai remis les sigles et les 5 R qui marche pas en français, mais voilà, refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête déjà pour démarrer sa démarche. Ça peut, voilà, le tri, on le fait tous chez nous, donc c'est quand même un moyen facile d'embarquer des personnes, enfin d'embarquer les équipes autour de nous et peut-être du coup d'embrasser un sujet un petit peu plus large de RSE. Pour ce faire, voilà, il y a des entreprises comme Élise, mais d'autres aussi, en fonction du territoire aussi sur lequel vous vous trouvez. En général, on est pas mal de l'ESS, donc c'est souvent des entreprises aussi qui s'engagent sur le volet social et sur le volet environnemental. Comment ça se passe? En général, on part d'un audit du site pour calibrer le dispositif à mettre en place au niveau du tri dans les bureaux. Un gros volet sensibilisation, puisque on l'a dit, hein, même si mécaniquement les déchets, l'enfouissement, etc., baissent, le recyclage augmente, les comportements autour de la consommation ont un petit peu du mal à évoluer. Donc, on est aussi là pour ça. Et l'intérêt aussi de travailler avec des entreprises comme Élise et autres, c'est que on vous apporte un reporting de collecte, donc en fonction des collectes réalisées, des déchets collectés également, et ce qui vous permet d'être en conformité avec la loi pour attester que vous faites bien récupérer vos déchets par des entreprises dont c'est le métier et qui envoient bien tout ça vers des centres de tri. Et la boucle est bouclée. Et ensuite, si vous voulez aller au-delà du geste de tri, le réemploi est tout indiqué et ensuite se poser la question de l'achat de seconde main, de voilà, la consommation plus globalement qu'on peut avoir en tant que salarié d'une entreprise, chef d'entreprise ou autre. Et là, il y a d'autres structures, entreprises qui sont très bien sur ce sujet-là. Je cite Bluedigo notamment pour se fournir en mobilier de seconde main et de très grande qualité. Alors, en quelques mots, si avant d'aller voir un nouveau prestataire, vous avez besoin de faire un état des lieux un peu plus poussé, mais qui intégrerait également. Oui, alors on a fini, c'est la dernière diapo. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir donc la BPI qui finance un diagnostic qu'on appelle le diagnostic écoflux, qui va vous permettre de faire globalement un diagnostic sur les déchets, sur la partie énergie et sur la partie eau et consommation de ressources. Donc voilà, vous avez ici des éléments. Et si on va sur la diapo suivante, qui est la toute dernière, voilà, l'idée c'est d'analyser vos pratiques, de définir un plan d'action, de mettre en place des actions et puis de faire cette évaluation. Et ça vous permet comme ça
à la fois sur les déchets, à la fois sur sur les questions énergétiques, de pouvoir avoir des idées claires pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas, enfin voilà, nous, Terra, on est référencé par la BPI, mais il y en a d'autres. Mais vous pouvez venir nous voir, et notamment Thomas est là, qui est là aussi, et l'un de nos experts pour vous accompagner là-dessus. Voilà, voilà. Donc, bon, je suis désolé, c'est vrai qu'on n'a pas laissé beaucoup de temps pour les questions. Non, non, pas de souci. C'est pas évident de dire tout ce qui est souhaitable de dire en si peu de temps. Du coup, là, il reste 10 minutes pour les questions-réponses. Donc, si certains souhaitent poser leurs questions, c'est le moment. Et merci beaucoup, Sébastien et Virginie, pour cette présentation. C'était hyper intéressant. Et très clair. Mais c'était tellement clair qu'on ne suscite aucune question. Oui, je vais poser une question Bonjour. périmétrique, non, qui ne concerne pas nos entreprises, qui concerne les déchets ménagers. C'est un peu tendancieux peut-être comme interrogation, mais on a une part donc du financement éco-contribution pour régler les problèmes de la fin de vie des produits. On a les collectivités territoriales qui sont aidées aussi pour les poubelles jaunes. Moi, si je regarde sur ces dernières années, ils passent de moins en moins souvent. Les jaunes, c'est une fois tous les 15 jours. Les ordures ménagères, c'est une fois par semaine. Je me souviens quand je suis arrivé chez moi, ils passaient tous les jours. Et la taxe sur les ordures ménagères n'arrête pas d'augmenter tous les ans. Voilà. Donc, on a l'impression qu'on les voit plus passer. Ils nous mettent des containers dans le jardin là, qui sont pas très jolis pour le paysage et on paye de plus en plus cher. Voilà. C'était juste, ça me surprendra toujours un peu, quoi. Ouais. Ouais, effectivement, le coût de la gestion des déchets est en constante augmentation. Ça, c'est une réalité. Alors, il y a différents facteurs, hein. Il y a un facteur, taxe avec, vous avez peut-être en tête la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, où en fait, quand on met en décharge ou quand on part en incinération, quand les déchets ordures ménagères partent vers ces filières non vertueuses, en fait, les déchets sont taxés de façon à inciter justement l'ensemble des acteurs à aller vers les filières les plus vertueuses. Donc ça, effectivement, ça contribue. Après, il y a un autre aspect sur la question de la fréquence. Sur la question de la fréquence, effectivement, vous avez dit raison que le service diminue. Une des raisons aussi de la diminution du service, par exemple, sur la poubelle grise, c'est de faire en sorte que les gens reportent, c'est de favoriser le tri. Parce que si on a un service qui est trop optimisé sur la poubelle grise, finalement, les gens ne vont pas forcément faire l'effort de mettre la poubelle jaune. Chez nous, par exemple, là, ils passent toutes les semaines, une semaine la poubelle grise, une semaine la poubelle jaune. À une époque, c'était 2 fois ou 3 fois par semaine la poubelle grise et 1 fois par semaine la poubelle jaune. Et ils ont décidé de diminuer pour inciter les gens, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup d'emballages et de papier dans la poubelle grise. Et ça permet, comme ça, on va essayer de faire un peu plus attention. Voilà, des éléments de réponse. Merci. Moi, j'ai une petite question de compréhension, parce qu'il y avait un terme que je ne connaissais pas, c'est l'éco-modulation. Je connais l'éco-conception, mais je ne sais pas ce que c'est que l'éco-modulation. Ouais, l'éco-modulation, c'est donc on a parlé aussi, alors ça fait beaucoup d'écho tout ça, mais on a parlé d'éco-contribution. L'éco-contribution, c'est ce que vous payez quand vous achetez un téléphone, un matelas, ce dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, 10 € pour un matelas. Si demain, en fait, les éco-organismes, quand vous éco-concevez un matelas, par exemple, vous y intégrez de la matière recyclée, elles peuvent moduler cette contribution. Donc, elles disent, dans ton matelas, tu mets 20% de matière recyclée, je te baisse ta contribution à 8 € au lieu de 10.
Je donne un exemple, je ne sais pas s'il existait précisément, mais voilà. Et ça, c'est une incitation pour les entreprises à une incitation financière à éco-concevoir. C'est ce qu'on appelle l'éco-modulation. Et c'est intégré dans la loi AGEC, ce que disait Virginie tout à l'heure. Donc, en fait, c'est de l'éco-conception, quoi. Voilà, c'est ça. C'est via l'éco-conception. On essaie de financer, d'aider financièrement l'éco-conception. D'accord. Bon, moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai appris plein de trucs. Et donc, je voudrais être sûre qu'on va bien recevoir vos slides parce que là, il y a quand même beaucoup d'infos en peu de temps. Ouais. Donc, Je suis désolé, c'est vrai que c'était un peu dense. Non, c'est super, très, très enrichissant. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas de questions parce qu'on a beaucoup d'infos. Après, sur la partie déchets du bâtiment, là, on a très, très, très peu abordé ce sujet, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de filières qui sont en train de se mettre en place. Il y a des éco-organismes aussi qui commencent à proposer des solutions. Et les entreprises du bâtiment, et ça, je pense, Monsieur Tirano, peut-être qu'on pourrait en rediscuter, mais bien comprendre cette filière-là, c'est aussi la capacité pour les entreprises du bâtiment à faire des économies parce que il y a de plus en plus de solutions, que ce soit via des réseaux de déchetterie, via des services d'enlèvement sur chantier, etc., de prise en charge des déchets sans frais pour les entreprises du bâtiment. Voilà. Offert parce que maintenant, alors voilà, la contrepartie, c'est que dans les produits que vous achetez et qui sont refacturés à vos clients, il y a maintenant ce coût de la gestion des déchets. L'idée de faire l'économie à l'autre bout de la chaîne sur le volet déchets. Alors moi j'ai une question à Virginie, puisque vous intervenez dans une région particulière. Est-ce qu'il y a un référentiel des entreprises comme les vôtres, ou je sais pas quoi, ou un réseau, parce que évidemment, voilà, moi comme je disais tout à l'heure, je suis en train de préparer un parcours pour les dirigeants sur engager son entreprise vers la robustesse. Et il y a forcément ce type de sujet dedans. Et donc, ils vont me dire, ah bah oui, bah, à qui je peux m'adresser? Et ils ne sont pas tous en Seine-et-Marne. Donc, Mais justement, l'intérêt du réseau ELIS, c'est que c'est un réseau national. Donc, je ne me suis pas trop appesantie dessus dans la présentation, mais donc, moi, je suis ELIS sud-francilien et je suis en Seine-et-Marne et je suis voilà, dans le sud de l'Île-de-France. Mais sur toute la France, vous avez un ELIS au bout du fil qui va en plus appliquer. L'avantage, c'est que c'est exactement le même procédé pour tous les ELIS. On est tous habillés pareil, etc., reconnaissables. Et pour des entreprises qui seraient multisites également, ça permet d'avoir un interlocuteur avec un même procédé partout et d'être sûr que, en plus, on respecte bien tous la loi puisqu'on est tous accompagnés par notre réseau. Donc, c'est aussi cette force-là. D'accord. Et alors, Sébastien, par rapport aux entreprises qui font des bilans carbone, vous faites quoi par rapport à ça Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Qu'est-ce que vous voulez, c'est-à-dire vous faites de l'accompagnement d'entreprises qui veulent avancer sur la gestion des déchets, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, on fait aussi des bilans carbone, là, on fait aussi ça, mais effectivement, nous, c'est ces fameux diag ou de manière globale des interventions. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? On a accompagné là récemment un acteur sur un opticien, une enseigne qui a, je sais pas combien, 800 magasins en France, qui a l'interdiction aujourd'hui de jeter ses invendus. Parce que jusqu'à l'année dernière, ils avaient le droit de détruire leurs lunettes non vendues. Voilà. Et donc maintenant, ils n'ont plus le droit avec la loi AGEC. Donc on les a accompagnés pour essayer de trouver de nouvelles solutions, de solutions de réemploi pour les montures ou à minima de recyclage qualitatif pour ces produits-là. Donc ça peut être sur des sujets comme ça peut être sur des sujets... il y a un certain nombre aussi d'entreprises productrices plutôt donc industriels qui vont produire des choses qui nous sollicitent pour s'y retrouver dans la jungle des REP et des éco-contributions et des éco. Et puis après, il y a le diagnostic, je dirais, classique au travers des diagnostics
Diag Ecoflux, là, par exemple, où elles ont besoin d'avoir une vision plus précise de comment il faudrait qu'elles trient, quels sont les points réglementaires sur lesquels elles butent, comment tenir un registre, quelles sont les possibilités de mise en œuvre du tri, de tel et tel produit, comment gérer mieux mes déchets dangereux, ce genre de choses sur lesquelles on va les accompagner. D'accord. Alors, je me permets de vous couper. Je vais devoir arrêter l'enregistrement. On pourra continuer les échanges après. Donc, je remercie vivement les intervenants c'était très intéressant. Merci aussi aux participants. Et voilà, je coupe l'enregistrement et on peut poursuivre les échanges. Merci. Bon, alors, je ne voudrais pas monopoliser, mais moi, j'avais aussi une question. J'ai bien compris, Virginie, que dans les entreprises, on a du mal, même dans les entreprises de services, à être sensibilisé au recyclage des déchets. Et donc, vous imaginez bien que ça fait partie de mes sujets, puisque moi, c'est l'embarquement des collaborateurs. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire juste en 30 secondes quel type de résistance vous trouvez? Quel type de résistance on trouve pour spécifiquement ce sujet des déchets en entreprise? Oui, De la part des salariés, alors je dirais que le principal, ça va être sur l'aspect obscur du recyclage. Le fait que ce soit assez obscur pour le commun des mortels, on va dire. On a l'impression que bah voilà, on nous fait trier, mais on ne sait pas ce que ça devient. On voit des documentaires qui nous disent que ça part à l'autre bout du monde, et puis nous, on arrive avec notre grand sourire en disant trier, ça fait du bien à la planète. Donc voilà, c'est un petit peu ce entre guillemets, double discours. Ça va être un des plus gros freins. Le deuxième frein, c'est bah, du coup la méconnaissance de la réglementation pour les entreprises et l'assimilation entre nos services et les services des collectivités. Donc des syndicats d'ordures ménagères. On ne comprend pas pourquoi passer par une entreprise pour trier ses déchets plutôt que la poubelle jaune qui, bah, du coup, est gratuite avec des guillemets. Euh, donc ça, c'est nos deux gros points de blocage. Et puis après, bah, c'est la résistance au changement hein, qu'on rencontre à peu près partout pour tous les sujets. La résistance au changement, ben voilà, moi j'ai toujours eu ma petite poubelle à côté de ma place. Enfin, c'est des sujets qui sont hyper triviaux, mais et on se dit bah voilà, c'est vraiment anecdotique comme sujet, mais malgré tout, il y a des personnes, ça les chamboule dans leur vie au travail au quotidien, et ça fait que elles sont totalement réfractaires à mettre en place un nouveau mode de tri, une nouvelle organisation dans leurs locaux. et Sébastien, vous rencontrez des résistances, vous aussi? Enfin, tu rencontres des résistances? Ouais. Non, mais je pense que celles qui sont évoquées par Excusez-moi, Virginie. Oui, juste pour info, le logiciel refuse d'arrêter l'enregistrement, donc vous êtes toujours enregistré. d'accord. Il y a une mise à jour en cours, donc je ne peux pas arrêter, donc j'essaye régulièrement, donc sachez que c'est toujours enregistré. Voilà, je vous dirai Ok. quand il aura accepté d'arrêter On va pas se dire de l'enregistrement. bêtises alors. Exactement. Non, mais je disais simplement que les points résumés par Virginie Ok. on retrouve un petit peu les mêmes, et plus également là sur cette question de la méconnaissance et du coup de la méfiance, la question, enfin ces fameux éco-organismes aussi créent de la méfiance parce qu'on voilà, les gens, c'est quand même assez complexe là, ces mécanismes financiers et quand c'est pas connu, bah, souvent ça peut générer effectivement cette méfiance. Alors que c'est des systèmes qui sont intéressants, avec évidemment la question qu'on se pose, c'est que on donne des responsabilités de prévention, d'éco-conception, de recyclage, vous savez qu'il y a maintenant donc Virginie a évoqué tout à l'heure, mais il y a maintenant comment on appelle ça là, les indices des des indices de réparabilité là, sur les produits. Donc, et tout ça, et même les fonds réparation, les fonds réemploi, en fait, c'est pas l'État
qui en est responsable et qui les finance, c'est via la REP, c'est via les éco-organismes. Ce ne sont pas des taxes. Le fonds réparation, par exemple, on demande aux éco-organismes qui ont des objectifs réglementaires de le faire. Donc ça veut dire qu'on demande à des producteurs, des gens qui vendent des produits, de leur dire tu vas faire en sorte que tes produits durent plus longtemps. Donc ça peut être forcément parfois un peu générer des conflits d'intérêts. Donc ça, c'est aussi des questions qui sont pas simples. Quand on intervient dans des dialogues écoflux au niveau des entreprises, on s'aperçoit quand même qu'il y a des gisements d'économie financière du fait de mettre justement en place un traitement plus vertueux des déchets. Donc, ça motive aussi les entreprises à avancer sur ces sujets et sur des choses où vous n'avez pas forcément conscience ni des réglementations, ni de l'intérêt économique. Donc, et ça peut permettre aussi d'avancer sur des sujets d'éco-conception. Et tout ça, ça permet de renforcer finalement la compétitivité des entreprises. Donc il y a un vrai plus à pouvoir proposer ça au niveau des entreprises et après avoir des relais comme Élise pour pouvoir traiter correctement les déchets derrière, quoi. Il va falloir que je parte, j'ai une réunion qui m'attend derrière, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, participation, questions, intérêt. Et n'hésitez pas, sur le document, il y a mes coordonnées. Si vous avez besoin de plus d'infos, je suis disponible. Mais là, il faut vraiment que j'aille de l'autre côté. Merci, c'était passionnant. Merci, bonne journée. Au revoir, Merci. Virginie. Au Merci revoir. à tout le monde, c'est très intéressant. Merci. Au revoir. Voilà, j'ai qu'un seul regret, moi, c'est qu'on soit si peu nombreux à venir à ces réunions. J'espère qu'elles sont regardées par la suite parce que c'était tout à fait intéressant. Merci, Sébastien. Tant mieux, avec plaisir. Et merci, Caroline, de tenir tout ça. À bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée.